Deuxième point dans la liste, puis après j'irai vers une conclusion, c'est la cohérence centrale. Alors la cohérence centrale, je vous l'ai dit un petit peu ce que c'est notre capacité à traiter plein d'informations relativement diverses, variées, pour fabriquer une signification globale. Alors, je crois que le mieux dans ce cas-là, c'est d'aller vers des exemples. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas le faire, mais je le fais habituellement quand j'enseigne ou quand je donne des conférences. En effet, je m'adresse à des gens, mais je vous l'ai dit un peu tout à l'heure que c'est très pratique quand on est à ma place ici, c'est de savoir comment réagissent les personnes. Car au moment où je vous parle, alors c'est derrière votre ordinateur, là, et je ne peux pas vous voir, mais au moment où je vous parle, vous pouvez avoir cette tête-là. Alors je mets les 4 en même temps. Voilà. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, elle plisse les sourcils, la bouche est un peu fermée, voire je touche mon menton, enfin, etc. » Tout ça, ce sont des éléments de détail de l'expression faciale. Vous voyez que pour nous, et ça illustre la cohérence centrale, c'est en plus un processus automatique. Vous voyez l'une de ces 4 personnes et tout de suite, vous vous posez une question. Ce que je raconte n'est pas compris, ou éventuellement, autre interprétation alternative, mais moins fréquente, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de m'être raconté. Mais vous voyez bien, ça illustre la cohérence centrale. Le visage, c'est tout un tas de détails avec des positions, des yeux plus ou moins ouverts, la bouche ouverte ou fermée, la bouche qui va vers le haut, qui va vers le bas, j'ai au milieu des sourcils le front qui se plisse, etc., etc. Tout ça, c'est plein de petits détails. Mais nous, en une seule fois, on a une interprétation de cette expression. C'est bien ce que j'appelle la cohérence centrale. Alors, ici, c'est la cohérence centrale du visage, mais cette cohérence, elle entre en plus en liaison, en correspondance avec ce que je viens de dire, ce que je suis, là où nous sommes, ce qu'est cette personne, etc. Et comme je fais une conférence et qu'à un moment donné, j'ai peut-être la notion de développer quelque chose de compliqué, les neurones miroirs, je vois cette tête-là, je me dis, bon, il faut que je reprenne mon explication ou je donne un deuxième exemple, un autre exemple très différent, etc., etc. Donc, de cette cohérence centrale, nous tirons la signification des situations. Si la signification est bonne, on peut s'adapter, on peut changer, on peut prendre de bonnes décisions. Si la cohérence centrale ne fonctionne pas, c'est relativement dramatique. Allez, pour finir avec cet exemple-là, généralement, je suis attentif à la tête que font les gens auxquels je m'adresse, car quand ils font ça, ça me va encore. Mais ce qui me rend particulièrement triste et ennuyeux, c'est quand les personnes auxquelles je m'adresse font cette tête-là. Puisque là, il n'y a quasi aucune ambiguïté. C'est que ces 4 personnes, alors vous voyez qu'en plus, ce sont 4 personnes différentes. Hein. Il y a 2 filles, 2 garçons, visiblement. L'expression n'est pas rigoureusement la même. Mais vous voyez que ça ne me pose pas de problème. Sur ces 4 personnes, je perçois l'ennui, le désintérêt. C'est global, c'est en une seule fois. Là aussi, je suis capable de le faire sur une personne très âgée, une personne très jeune. Donc, vous voyez cette compétence que nous avons qui est tout à fait essentielle dans la compréhension de notre environnement. Alors, j'ai mis quelques autres exemples pour peut-être élargir la situation. Imaginez, vous voyez cette personne, dans quel état elle est, elle arrive devant une porte. Elle n'a même pas besoin de vous parler, enfin, si vous n'êtes pas autiste, hein, d'accord, et si vous n'avez pas des problèmes de cohérence centrale. Là, compte tenu de ce que vous voyez, alors je n'ai pas réussi à mettre une porte juste avant, hein, il faudrait que je le fasse, cette personne arrive, elle est comme ça, elle est devant une porte, vous ne réfléchissez pas, c'est quasi instantané, c'est immédiat en tout cas. Vous vous précipitez, vous allez ouvrir la porte, pour peu qu'il y ait un groom sur la porte, alors que vous savez qu'il y a un groom, ce qui est encore pire, puisque cette personne ne pourra pas ouvrir la porte, laisser son chariot, ouvrir la porte, et puis traverser et refermer la porte. S'il y a un groom, ce que vous savez, à nouveau c'est cohérence centrale, je vous l'ai dit, on va chercher dans notre mémoire tout ce qui est utile à la compréhension de la situation. C'est une porte, il faut que cette personne passe, il y a un groom, elle ne pourra pas ouvrir et attendre, elle est totalement encombrée par ses paquets, je me précipite, j'ouvre la porte, je me mets aussi à un endroit où ça ne va pas l'empêcher de passer. Tout ça, c'est de la compréhension globale
de la cohérence centrale, cette compétence, ce processus de traitement que nous avons qui va nous donner la facilité de comprendre les situations et donc de proposer les bonnes solutions. Donc là, vous voyez que je pourrais retirer besoin d'aide, tout ça. Tout de suite, si vous n'avez pas ces difficultés, vous comprenez ce qu'il faut faire. Allez, un autre exemple. J'en ai plein, j'en ai pris ici que 3. On appelle ça l'effet bénéfique de la cohérence centrale, on appelle ça les effets d'amorçage. Bon, vous voyez, j'espère que vous avez vu ici que c'était l'image d'un cerveau. Si vous regardez de très près, vous allez voir les neurones miroirs. Non, évidemment, c'est une plaisanterie. Nos neurones miroirs sont évidemment dans cet ensemble-là. Et si je vous demande qu'est-ce qui est inscrit sous l'image du cerveau, alors évidemment, les circonstances ici sont particulières, hein, vous allez vous centrer sur ce mot, etc. Mais quand on le fait, je l'ai fait à l'extérieur, hein, je présente des images et je demande le mot qui est inscrit dessous. Quand on arrive là, les gens me disent tous, c'est marqué « le cerveau ». Alors est-ce que c'est bien marqué « le cerveau » Regardez comment c'est orthographié, en tout cas « le », pas de problème. Quand on passe à « cerveau », un « C » ça va, mais un « 3 » ça ne va pas, puisqu'il nous faudrait un « E ». Le « R » ça va, le « V » ça va. À nouveau un 3 à la place d'un E, un 4 à la place du A. Vous voyez la proximité quand même entre le A et le 4. Et puis un U qu'on pourrait remplacer par un V, enfin, etc. Cohérence centrale à nouveau. Le fait que vous voyez un cerveau rend actif dans votre mémoire le vocabulaire, les concepts liés au cerveau. Et quand vous voyez en dessous cette succession de lettres, je vous dis, dans pas mal de cas, les personnes ne sont même incapables de dire que j'ai écrit cerveau de manière inhabituelle, voire de manière quasi illisible. Parce que, là aussi, cohérence centrale oblige, vous voyez un cerveau, vous mobilisez dans votre lexique personnel, c'est-à-dire l'ensemble de vos mots plutôt cerveau, ça colle en grande partie avec l'information qui est là. C'est-à-dire que la cohérence centrale peut vous aider aussi à compléter des informations qui sont manquantes ou qui sont déformées. Si vous n'avez pas cette cohérence centrale, vous ne pouvez pas lire le mot qui est en dessous. Ce qui pourrait être le cas ici d'une personne autiste qui dirait « mais ce n'est pas un mot ». Déjà, ça ne peut pas être un mot, puisque dedans, il y a des lettres, mais il y a aussi 3 chiffres. Donc, ce n'est pas un mot. Voilà un autre exemple du fonctionnement, en tout cas, un exemple de ce que produit la cohérence centrale quand on est capable de l'avoir. Alors, je vous avais préparé le mot lui-même, simplement. Il aurait fallu que je le fasse dans le sens inverse. Si je vous avais montré d'abord cette succession de lettres, si je vous avais dit « qu'est-ce que vous voyez là ?», vous m'auriez dit « je vois des lettres et des chiffres ». Mais vous n'auriez pas vu forcément un mot. Je reviens juste en arrière. Dans le contexte du cerveau, si je vous dis « qu'est-ce que j'ai écrit en dessous ?», vous me diriez « vous avez écrit le cerveau ». Là aussi, c'est un problème de cohérence centrale. Alors, je pourrais continuer longtemps à vous parler de cohérence centrale, puisque, je vous l'avais dit en tout début dans ma présentation, je suis responsable, je pilote une plateforme de formation à distance qui est spécialisée sur l'autisme, ça s'appelle PUFATSA, hein, je vous mettrai les coordonnées, vous pourrez aller voir. Et dans cet ensemble de modules, il y a un module sur la cohérence centrale qui fait presque 4 heures, hein, d'ailleurs, de vidéos, d'exemples, etc. Parce que j'aborde l'écriture, j'aborde la géométrie, j'aborde la compréhension sociale, etc., etc. Et donc, dans ce module, des tas d'exemples sont présentés. Alors, je vous en ai sélectionné un. Là, je vais vous abandonner 5 minutes, puisque on vous présentera une vidéo qui dure environ 5 minutes, qui met en évidence à quel point la coordination de ce qui se passe dans l'aspect visuel et l'aspect auditif peut être important dans la compréhension. Vous allez voir dans cette vidéo, enfin je ne dévoile pas, hein, plus loin, vous allez le voir directement, mais vous allez voir à quel point on peut se faire piéger, c'est peut-être pas le bon terme, mais comment on peut avoir une interprétation, un repérage erroné d'un son parce que l'information visuelle qui nous est donnée au même moment n'est pas compatible avec le son en question. Donc,
Je vous abandonne 5 minutes, je vous laisse regarder, enfin je vous abandonne virtuellement. Ça va être du double virtuel, hein, puisque vous allez voir une vidéo dans laquelle je vous parle pour vous expliquer le phénomène que je viens d'aborder. Donc je vous laisse 5 minutes pour voir cette vidéo, et puis nous revenons ensemble pour finir ce module. J'en arrive à un élément que je trouve quand même assez étonnant. Vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup de contenu, je ne vais pas beaucoup parler, mais je vous invite vraiment à être très attentif aux 3 vidéos qui vont succéder là. Généralement, on a tendance à croire que pour comprendre ce que dit quelqu'un, il suffit d'écouter, d'avoir le son, ce qui est vrai quand même d'ailleurs. Hein. Si le son est de bonne qualité, on entend quelqu'un qui parle et puis on accède à la signification. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que on a ce traitement sonore que quand on n'accède pas à l'information visuelle. Mais quand on accède à l'information visuelle, eh bien, on ne peut pas s'empêcher, là aussi c'est automatique, hein, on traite ce que l'on entend, bien évidemment, mais on traite aussi ce que l'on voit. Et ces 2 choses ne sont pas traitées indépendamment, du moins chez les personnes qui n'ont pas de troubles particuliers. Et là, vous allez voir, ce que j'aurais essayé de montrer, c'est que cette cohérence centrale est forte au point de changer le son que vous pensez entendre. Hein. Vous allez voir 3 vidéos. Dans la première, vous allez entendre un son. Vous allez essayer de l'identifier. Je ne vais pas plus loin, je ne donne pas plus d'explications pour ne pas nuire à cette démonstration. Donc vous allez entendre un son et vous allez éventuellement, vous prenez un petit morceau de feuille, vous mettez le son que vous avez entendu. D'accord? Alors on peut le faire en direct. Hein. Je lance la vidéo, je vous laisse un petit instant et puis vous notez le son que vous avez entendu. Pa, 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 pa. Vous avez entendu? Vous avez marqué quelque chose? Je reviendrai après sur ce que vous avez entendu. Pour l'instant, on ne dit rien. Et si vous regardez la vidéo avec des gens autour de vous, vous en parlerez après. N'échangez pas. Je présente une 2e vidéo, d'accord? J'ai changé, vous allez voir, la personne ne prononce pas la même chose, mais essayez d'identifier le son que cette personne prononce. Donc là, à nouveau, je vous laisse un petit temps, vous allez lancer cette vidéo, vous l'écoutez bien, vous pouvez la mettre 1 ou 2 fois ou 10 fois comme vous voulez, et puis on revient juste derrière. Allez, allez-y, regardez cette 2e vidéo. Pa, 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 pa. Déjà, vous pouvez vous poser une question. Est-ce que vous avez entendu la même chose la première fois? Ou est-ce que vous avez entendu, la première fois et la 2e fois, ou est-ce que vous avez entendu 2 sons différents? Un son sur la première vidéo et un son différent sur la 2e vidéo. Allez, on va poursuivre. Une dernière petite démonstration. Là, je vais vous demander quelque chose de simple. Vous allez dérouler cette vidéo. Et là, vous allez constater que c'est toujours le même personnage, mais vous avez sur votre gauche le personnage qui dit un son, puis sur la droite, il dit un autre son. Essayez, là, à nouveau, d'identifier, en allant assez vite, mais passez-la plusieurs fois, ce sera plus facile. Passez-la plusieurs fois pour savoir quel est le son qu'on dit à gauche, quel est le son qu'on dit à droite. Allez, je vous laisse un instant. Prenez votre temps, regardez bien, écoutez bien, et puis on en reparle. Enfin, c'est moi qui en parlerai juste après. Allez, allez-y. Pa, 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 pa. Bon, je vais parler à votre place, puisque ça serait bien pratique qu'on puisse échanger. Mais généralement, à chaque fois que je le fais dans une conférence ou dans un cours, à chaque fois que je soumets ces vidéos, à la première vidéo, on entend un son et on voit une prononciation. La quasi-totalité des personnes disent, c'est assez simple à identifier, cette personne dit « fa ». Je le prononce exprès, je refais un peu, là c'est un anglophone, alors c'est sans doute accentué, mais dans la première vidéo c'est fa, fa, fa. Donc on met sur sa feuille sans doute ce que vous avez mis, fa, ou quelque chose en tout cas d'avoisinant. Dans la 2e vidéo, quand on traite à la fois le visuel, donc les lèvres, et puis le son, qu'est-ce qu'on entend comme son? On en entend un différent, on entend pa, pa, pa. Et dans les 2 vidéos simultanées ensemble, si vous regardez à gauche, alors je ne sais plus exactement, mais vous pourrez confirmer, je crois qu'à gauche, on dit fa, fa, à droite, pa, pa. En fait, vous l'avez sans doute
constater ou deviner, le son utilisé dans toutes ces vidéos est exactement le même. C'est toujours le même son, et là en l'occurrence c'est pas. C'est pas. Mais il suffit de changer l'information visuelle et ce son seul est réinterprété en fonction du mouvement de la bouche. Donc dans le premier cas, vous avez pensé entendre un fa, c'était déjà un pas, mais le traitement du mouvement des lèvres que vous avez associé au son vous a fait interpréter un fa. Dans la deuxième vidéo, là vous avez vraiment la vidéo telle qu'elle a été produite. La personne dit pas et on la voit dire en train de pas. Et dans les deux dernières vidéos qui sont simultanées, c'est ça qui semble incroyable. Si vous passez avec vos yeux de droite à gauche, de gauche à droite, instantanément vous avez l'impression d'entendre un son différent. Alors que évidemment, comme il n'y a qu'une seule bande son, dans les deux cas, vous n'entendez pas. Mais si vous regardez d'un côté, vous avez l'impression d'entendre fa, et de l'autre côté, vous avez l'impression d'entendre pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette petite démonstration anecdotique? On peut tirer la chose suivante, c'est que parfois, quand on est dans des conditions de conversation difficiles, vous discutez avec quelqu'un, mais il y a du bruit, ou c'est dans une langue que vous ne connaissez pas très bien, etc. L'information visuelle va être d'un apport complémentaire tout à fait crucial. Quand on discute avec quelqu'un qui a beaucoup de bruit, mais si on voit ses lèvres, etc., on n'est pas formé à lire sur les lèvres, enfin, de manière explicite, mais on le fait quand même. On a l'habitude de voir p pour faire du pas, on a l'habitude de voir f pour entendre du fa. Et si à ce moment-là, il y a un bruit, etc., le traitement visuel va venir compenser la dégradation de l'information sonore. Donc, dans un certain cas, ça va être crucial de pouvoir traiter les deux en même temps. Crucial dans le sens où ça va permettre de faire moins d'efforts. Une personne autiste qui va traiter indépendamment les deux va devoir se concentrer sur le son, éventuellement pour ne pas avoir d'interférence avec les autres informations. Mais cette concentration va beaucoup consommer d'attention. On appelle ça de l'attention cognitive. Si je traite les deux en même temps, que les deux informations me donnent la même information, d'une certaine manière, c'est plus confortable. J'ai moins besoin de mettre d'énergie, d'être attentif pour vraiment comprendre ce qu'on est en train de me dire. Ce qui va pouvoir expliquer qu'une personne autiste, par exemple dans le cadre scolaire, va être épuisé au bout d'une demi-heure de cours parce qu'il y a un peu de bruit, qu'il est obligé de se concentrer sur le son, parce que cette dégradation légère du son n'est pas compensée par l'information visuelle, qui est pourtant traitée mais pas associée au son, et donc ça va être l'une des explications de la fatigue intense que peut présenter un enfant autiste, par exemple, dans le cadre scolaire, alors que les autres enfants qui ont cette facilité traitent beaucoup plus automatiquement et en consommant beaucoup moins d'énergie cognitive. Donc voilà, ça semble un peu anecdotique, mais ça ouvre cette fenêtre sur le traitement de la voix et l'incidence de la cohérence centrale dans le traitement de cette voix. Vraiment un élément important. Voilà, vous avez vu cette vidéo, c'est quand même assez étonnant de voir que sur un même son, voir des lèvres qu'on a l'habitude de traiter mais en produisant des sons différents, le son qui est identique est interprété de deux manières différentes. Enfin, voilà, je trouve un bon exemple de la cohérence centrale et surtout de l'incidence que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. Alors, je le disais en amorce de cette vidéo, cet extrait vient de la plateforme PUFADSA, plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l'autisme. C'est une plateforme qui comporte actuellement 22 modules, dont celui-là. Et si vous voulez avoir un peu d'informations, je vous engage à faire comme c'est marqué dans cette diapositive. Tapez tout simplement PUFADSA dans Google et c'est le premier site qui va sortir. Ou bien, vous pouvez adresser à l'équipe un mail pour avoir de l'information. J'ai mis actuellement l'adresse qui fonctionne, pufadsa.uca comme Université Clermont-Auvergne, @gmail.com. Donc, une possibilité en tout cas, si vous en aviez envie d'aller plus loin sur la cohérence centrale, peut-être de vous inscrire à l'un de ces modules de formation.